Bonjour. Le titre de cette présentation est une question. Quels sont les déterminants du retour au travail durable des travailleurs seniors ayant subi une lésion psychologique ou physique? Pour répondre à cette question, je vais vous présenter les points saillants du rapport de recherche 11-16 que j'ai réalisé avec Marc Corbière, professeur à l'UQAM et chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, mes collègues à l'IRSST, Jessica Dubé, Marc-Antoine Busque et Martin Lebeau, Andrea Gragnano, affilié à l'Université de Milan Bicocca in Italie, Margherita Brondino de l'Université de Vérone, toujours en Italie, et Samantha Villamas, coordonnatrice du projet de recherche ici à Montréal. Comme vous voyez dans le titre, on parle de retour au travail durable. Mais qu'est-ce qu'on entend pour retour au travail durable? Il s'agit en fait d'un processus. Nous regardons en fait sur un continuum les différentes étapes qui vont du fait d'être au travail avant de recevoir un diagnostic, être en santé, mais il y a quelque chose qui arrive, on s'absente, il faut préparer le retour, on retourne au travail, et là on voit le retour au travail durable, que dans ces projets nous avons considéré comme synonyme de maintien en emploi, pour référer en fait que les travailleurs reviennent au travail après une lésion professionnelle de nature psychologique ou physique. Ils reviennent dans la même organisation dans laquelle ils travaillaient avant son absence. Ils peuvent revenir au même poste ou à un autre poste à temps plein ou à temps partiel, et la durabilité de son retour au travail est indiquée par le paramètre de 6 mois. Donc, l'effet de rester en emploi au moins 6 mois après y être retourné à la suite d'une lésion professionnelle. Aujourd'hui, et dans les rapports en général, on parle de retour au travail durable des travailleurs seniors. Alors voici selon quels critères nous avons défini les travailleurs seniors. Le premier critère est l'âge chronologique. Donc, le fait de considérer les travailleurs seniors à partir de l'âge de 45 ans. Vous savez, au Québec, presque la moitié de la main-d'œuvre est âgée de 45 ans et plus. Aussi, nous avons considéré l'approche qui considère l'étape de carrière, donc à partir de la mi-carrière, l'étape intermédiaire de la carrière jusqu'à la fin de carrière. Imaginez un travailleur qui est en pleine de productivité, au top de sa carrière, ou même quelqu'un qui est vers la fin de sa carrière, qui planifie la retraite dans quelques années, et bang, une lésion arrive, un accident, un trauma, une maladie mentale, et alors vous pensez à combien de changements ont lieu dans sa vie, refaire un bilan, réorganiser la vie professionnelle et même la vie personnelle. Et en parlant de santé, nous avons regardé les données de la CNSST pour la période de 2013 à 2015 qui montrent que les travailleurs âgés de 45 ans et plus, par rapport aux plus jeunes, ont des absences de plus longue durée. Les cas de lésions sont plus coûteux aussi et les proportions avec des rechutes sont plus élevées et plus coûteuses aussi. Alors, nous avons regardé un dernier critère. Est-ce que les travailleurs seniors peuvent avoir des besoins spécifiques? La réponse est oui. En fait, selon le National Research Council et d'autres études existantes, ils ont vu en fait que les travailleurs âgés de 45 ans et plus peuvent avoir des besoins spécifiques en termes de santé et de sécurité au travail. Et parmi ces besoins, il y a un besoin d'aménagement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'aménagement qui peuvent aider leur retour au travail durable. Pour définir les aménagements dans ces projets, j'ai fait référence aux travaux de Marc Corbière, Patrizia Villotti et d'autres chercheurs pour indiquer que les aménagements sont des mesures raisonnables et faisables qui peuvent être prises par l'employeur dans l'organisation ou par d'autres acteurs en milieu de travail et qui sont en fait des mesures qui aident le retour au travail durable après une lésion professionnelle. Ces aménagements peuvent référer à des aspects légaux, donc c'est des obligations légales, mais peuvent aussi être des ajustements mineurs. Tous des aspects aussi des soutiens naturels, des soutiens entre collègues ou avec le supérieur immédiat. Donc vous voyez pas seulement la référence à l'obligation légale. Il y a aussi à souligner que nous considérons les aménagements selon 3 catégories. Il y a des aménagements liés au contexte du travail, des aménagements liés au contenu du travail et aussi aux relations interpersonnelles au travail. Cette étude nous a permis aussi d'identifier que les travailleurs seniors peuvent aussi avoir des aménagements hors travail, c'est-à-dire des mesures, des changements mis en place par le travailleur lui-même ou par d'autres acteurs de sa sphère sociale, personnelle. Et encore une fois, je dirais, c'est des actions qui aident les travailleurs à se maintenir en emploi et rester en santé après y être retournés. Quand
nous avons regardé, je dirais, ces trois éléments, alors les retours au travail durable des travailleurs seniors qui avaient besoin d'aménagements spécifiques, nous avons constaté que dans le domaine de la réadaptation au travail, n'existait pas vraiment un outil spécifique pour ces groupes de travailleurs. Et je viens de vous dire qu'ils ont des besoins spécifiques. Alors on s'est dit, il faudrait en fait réaliser cette étude pour répondre à un objectif spécifique, c'est-à-dire développer un outil que nous avons appelé ACT 45+, c'est un acronyme en fait, parce que c'est un outil qui permet de répertorier les aménagements des conditions de travail qui peuvent faciliter les retours au travail durable des travailleurs seniors de 45 ans et plus qui reviennent au travail après une lésion psychologique ou physique totalement ou partiellement liée au travail. Dans ces projets, nous avions aussi un deuxième objectif, c'est-à-dire identifier les déterminants de la durée du retour au travail. Donc, quand on parle de retour au travail durable, on parle d'un retour de 6 mois ou plus. Donc, quels sont les déterminants, les facteurs qui aident à rester plus longtemps en emploi après y être retourné sans avoir de rechutes? Pour répondre à ces deux objectifs, nous avons réalisé un projet sur deux phases. Une première phase que j'appelle qualitative, parce que nous avons réalisé 32 interviews et à partir des résultats du contenu de ces interviews réalisées auprès des travailleurs seniors qui revenaient au travail après une lésion professionnelle, nous avons pu concevoir l'acte 45+. Donc, les énoncés, la liste d'énoncés qui compose l'acte 45+. Nous avons aussi réalisé une deuxième phase que j'appelle quantitative parce que nous avons soumis plusieurs questionnaires, parmi lesquels aussi l'acte 45+, sur un suivi de 6 mois. En fait, aussi, c'était une phase longitudinale qui nous a permis de valider l'acte 45+, répertorier les aménagements les plus souvent implantés pour cette population spécifique, ainsi que déterminer quels sont les facteurs qui permettent d'assurer une plus longue durabilité du retour au travail. Pour faire cette deuxième phase, nous avons administré les questionnaires à 65 personnes et aujourd'hui, je vais vous parler de cette deuxième phase spécifiquement avec tous les résultats concernant l'acte 45+. L'échantillon de cette deuxième phase, comme je vous disais, est composé de 65 personnes et comme vous pouvez voir dans cette diapositive, 52% de nos participants étaient retournés au travail après une lésion de nature psychologique. Ils étaient retournés après une dépression, de l'anxiété ou encore un trouble de stress post-traumatique. Il y avait aussi 48% de l'échantillon composé par des travailleurs qui revenaient au travail après une lésion de nature physique, comme par exemple une fracture, une tendinite, une lombalgie ou d'autres problèmes musculo-squelettiques. L'échantillon a l'âge moyen de 52 ans. La plupart sont des femmes et quant à leurs conditions de travail, la plupart étaient occupées dans les secteurs publics, comme dans les services d'enseignement, dans les transports publics, et vous voyez dans des organisations de grande taille avec 500 employés au plus. L'absence pour presque la moitié des participants avait une durée de 6 mois au plus. Donc, imaginez une longue absence avant de retourner au travail et la plupart étaient retournés avec un retour progressif, donc à temps partiel. Et quand nous avons observé 6 mois plus tard, si les personnes étaient retournées et restées en emploi, en fait, nous avons remarqué que la durée moyenne de leur retour au travail était de 9 mois, avec même des travailleurs qui étaient restés déjà 14 mois au travail sans avoir de rechutes. Nous avons aussi réalisé plusieurs étapes. C'est vraiment une étude avec plusieurs séquences et plusieurs étapes qui nous ont permis de valider l'acte 45+. Et aujourd'hui, je vous le dis déjà tout de suite, je vous épargne les détails méthodologiques, statistiques, mais juste pour vous dire qu'à travers les deux phases, nous sommes vraiment passés de la revue de la littérature jusqu'à des tests statistiques pour développer et valider l'acte 45+. La version finale de l'outil est composée de 37 énoncés répartis dans 8 dimensions. Je vais vous présenter maintenant quelques caractéristiques de ces dimensions, mais encore une fois, dans les rapports 11-16 disponibles sur le site web de l'IRSST, vous trouvez tous les détails de notre étude. Vous voyez ici les premières 4 dimensions de l'acte. Il s'agit des 4 dimensions qui concernent le contexte de travail. La première dimension est celle que nous avons appelée plan de retour au travail et suivi.
Il s'agit des 5 énoncés qui permettent de mesurer s'il y a eu des plans, une planification pour préparer les retours. Par exemple, s'il y a eu une préparation d'un retour progressif, s'il y a des suivis avec le gestionnaire ou avec un ergothérapeute. Il y a aussi la deuxième dimension, toujours liée au contexte, qui concerne l'horaire de travail et le lieu de travail. Dans ces cas, nous avons 6 énoncés qui permettent de mesurer si l'horaire était réduit, si la personne a pu bénéficier de ne pas avoir des heures supplémentaires de travail ou le fait de pouvoir prendre des pauses en fonction de ses besoins. Il y a aussi des énoncés par rapport au télétravail, la possibilité de travailler à partir de la maison. Il y a aussi des énoncés pour la conciliation travail et vie personnelle. La troisième dimension liée au contexte de travail est celle que nous avons nommée santé au travail. Il s'agit de 3 énoncés qui permettent de mesurer si le travailleur senior qui retourne au travail perçoit de travailler pour un employeur dans une organisation qui sensibilise aux enjeux de la santé psychologique au travail, qui met en place des actions comme l'identification des risques pour la promotion de la santé et de la sécurité du travail, et aussi le fait de travailler pour une organisation qui ne discrimine pas les travailleurs en fonction de leur état de santé psychologique ou physique. La dernière dimension reliée au contexte est celle nommée information et formation. Il y a 5 énoncés qui permettent de mesurer si certains types d'aménagements reliés aux informations diffusées aux travailleurs seniors qui reviennent ont été diffusés. En fait, imaginez, après une absence, la personne peut revenir, puis il y a eu des changements en termes de procédures à suivre, des changements dans l'équipe, des équipements différents, des politiques différentes. Ces aménagements-là réfèrent au besoin d'informer les travailleurs des changements qui étaient mis en place pendant son absence et aussi pour identifier la formation nécessaire pour développer les compétences qui lui permettent d'exécuter ces tâches. Il y a aussi dans cette dimension l'énoncé qui concerne le fait de recevoir des informations de la part d'un expert, un ergothérapeute, un ergonome, pour garder la santé au travail une fois que la personne est retournée. Donc, toute l'information nécessaire pour mettre en place des actions pour se maintenir en santé et en sécurité. Le deuxième bloc de dimensions concerne les contenus du travail. Alors, vous voyez ici 3 énoncés pour mesurer les ajustements de la charge de travail et 4 énoncés pour les tâches de travail. Dans les 2 cas, il s'agit de réduction, ajustement, modification qui sont vraiment en fonction des capacités du travailleur quand il revient au travail, lors de son retour. Alors, vous pouvez penser, par exemple, la charge de travail, le fait de réduire la charge physique, comme le fait de réduire le poids des objets à déplacer, ou encore la charge mentale. Par exemple, en réduisant l'information à traiter ou les responsabilités lors du retour. Donc, la possibilité, comme je disais, d'aménager la charge, qu'elle soit physique ou mentale. Quant aux tâches de travail, encore une fois, dans ces cas, on peut aménager et voir si la tâche a été aménagée en fonction du poste de la personne. Donc, ça peut être des tâches manuelles ou aussi des tâches plus administratives, cognitives. Et un énoncé aussi, j'aime souligner cela, un énoncé concerne l'importance d'identifier les tâches avec les travailleurs qui reviennent. Parce qu'imaginez, il y a eu des changements pendant son absence, ils reviennent, il y a une rotation de poste ou on partage des tâches, c'est bien d'avoir les tâches bien identifiées lors du retour. Les dernières dimensions concernent les relations interpersonnelles au travail, c'est-à-dire tous les aspects de soutien de la part des collègues et du supérieur immédiat. Dans ces projets, nous l'appelons supérieur immédiat, ça peut être chef d'équipe, gestionnaire, un cadre qui aide et qui peut contribuer au retour au travail. Alors, il s'agit d'un soutien qui peut être émotionnel, comme un soutien, l'empathie, l'écoute, la reconnaissance pour ce que la personne est en train de faire lors de son retour, puis écouter aussi ses besoins, essayer de vraiment reconnaître, lui donner des feedbacks par rapport au travail qu'il exécute. Et aussi, on parle d'un soutien instrumental, c'est-à-dire tout ce qui peut concerner, par exemple, le partage de tâches ou l'entraide pour l'exécution des tâches de la part des collègues.
Maintenant, je vais vous présenter la structure de l'acte. En fait, vous pouvez voir ici, pour ceux qui connaissent un peu dans le domaine, nous avons repris la structure d'un autre questionnaire de l'inventaire ONCE qui est développé par Marc Corbière, Patrizia Villotti et d'autres collègues et qui en fait est structuré en 3 parties. Alors d'abord, la première partie, je vous dirais, est la partie concernant l'aménagement. Alors vous voyez, il y a une première colonne où on voit l'énoncé. Il y en a 37 dans la version complète. Et ici, je vous ai mis l'exemple de la charge de travail, de l'aménagement concernant la charge de travail physique. Donc la possibilité de réduire la charge physique en fonction des capacités du travailleur. L'exemple est de réduire le poids des objets à déplacer. Comme je vous disais, à l'instar du ONCE, la grille des réponses est structurée en 3 sections. La première section demande si l'aménagement est implanté lors du retour au travail. Si la réponse à la section A est oui, l'aménagement est implanté, on va répondre à la section B pour indiquer si l'aménagement était aidant ou pas au maintien en emploi pour les travailleurs qui est retourné au travail. Toutefois, ça peut arriver que l'aménagement n'est pas implanté. Alors, si à la section A, la réponse est non, l'aménagement n'a pas été implanté, la personne va répondre à la section C pour indiquer s'il aurait souhaité. Donc, s'il aurait souhaité l'implantation de l'aménagement pour son retour au travail durable. Il y a aussi une troisième option, un troisième choix, c'est-à-dire que l'aménagement pourrait ne pas s'appliquer à la situation de la personne. Alors, imaginons quelqu'un qui fait un travail plutôt administratif et le fait de réduire la charge physique ne s'appliquerait pas à son cas. Alors, l'aménagement est sans objet dans ces cas et la personne ne doit pas répondre aux sections B ou C, mais plutôt passer à l'énoncé suivant. Après vous avoir présenté la structure de l'acte, je vais aussi vous présenter quelques informations concernant son utilisation. Alors, qui peut l'utiliser? En fait, je vous dirais tout acteur concerné par les retours au travail. Et il y a plusieurs acteurs. Nous savons aussi que les retours au travail, pour être efficaces, voient la concertation, aussi la collaboration de plusieurs acteurs. Donc, l'acte peut être vraiment utilisé en clinique, par les cliniciennes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, médecins qui aident et qui suivent le dossier du travailleur qui avait eu l'absence pour une lésion physique ou psychologique, les intervenants en général dans le milieu de la santé et des services sociaux, les coordonnateurs du retour au travail, aussi des acteurs dans l'organisation, comme les gestionnaires, les supérieurs immédiats, un délégué social qui accompagne les travailleurs lors de son retour, le comité santé-sécurité. D'autres acteurs aussi, comme les acteurs du système des assurances. L'acte est gratuit et disponible sur le site de l'IRSST. Sous peu, je vais vous donner toutes les coordonnées pour pouvoir les télécharger, mais aussi vous dire qu'il ne requiert pas une formation spécifique ou l'inscription à un ordre professionnel. Donc, il est vraiment facile à utiliser vu sa structure par section. Aussi, je vous rappelle que l'acte est destiné aux travailleurs âgés de 45 ans et plus, était validé pour cette population en fait, un de ses avantages qui peut couvrir des cas dont la lésion était de nature psychologique, mais aussi physique. Alors, il est vraiment large par rapport au type de lésion subie. Puis, un des critères, c'est que la personne qui l'utilise, en fait, le travailleur de 45 ans et plus, doit retourner dans la même organisation. Il peut retourner dans un autre poste, il peut retourner à temps partiel, mais il est vraiment important qu'il soit dans la même organisation parce qu'il y a des questions concernant des changements, des aménagements qui ont eu lieu lors de son retour. Donc, s'il doit être en mesure de dire, ben oui, les horaires ont changé, le poste de travail a changé, la tâche a changé, c'est sûr qu'il doit connaître sa condition avant et pas avoir changé d'organisation ou de type d'emploi. Le questionnaire ACT est déjà disponible en français sur le site de l'IRSST et bientôt va l'être aussi en anglais. Alors, si vous cherchez tout de suite la version en anglais, écrivez-moi. Bientôt, je vais vous donner toutes les coordonnées pour me contacter et demander la version en anglais aussi. Quand l'utiliser? Au début de cette rencontre, de cette présentation, je vous dis que le retour au travail durable fait partie d'un processus. Et c'est dans cette optique, dans cette perspective temporelle que nous suggérons d'utiliser
Il peut vraiment aider tout au long du processus de retour au travail. Pendant l'absence du travailleur, quand c'est le moment de préparer le retour au travail. On se rappelle tout le temps que c'est vraiment important de préparer le retour au travail et de ne pas retourner les travailleurs seniors qui ont des besoins spécifiques d'un moment à l'autre au travail. Et ça s'applique aussi à des travailleurs d'autre âge. C'est important de l'utiliser aussi aux besoins lors du retour au travail pour voir justement ce qui était implanté, ce qui était aidant, ce qui est souhaité et pour faire les suivis. Aussi, comment l'utiliser? Je vais vous montrer la structure, mais aussi vous dire que vous pouvez utiliser les 37 énoncés, donc la version complète de l'acte 45+, mais aussi, au besoin, utiliser seulement certains énoncés ou certaines dimensions, comme je vous donne un exemple, quelqu'un qui veut travailler sur l'aménagement de l'horaire de travail, du lieu de travail, il pourrait utiliser seulement les 6 énoncés qui concernent l'aménagement, l'adaptation, les changements de l'horaire et du lieu de travail. Il peut être utilisé par le travailleur lui-même, donc le travailleur peut vraiment le lire lui-même et répondre et cocher aux réponses dans les sections A, B, C, mais aussi peut être hétéro-administré. Donc le clinicien, le gestionnaire, les personnes impliquées dans le retour au travail peuvent lire les énoncés au travailleur qui répond. Et donc c'est vraiment, vous voyez, un travail qui s'est fait ensemble. Maintenant, je vais vous présenter nos résultats. En fait, après cette utilisation de l'outil, qu'est-ce que nous avons ressorti par rapport à l'expérience de nos 65 participants? En fait, ici, je vous montre la dimension la plus souvent citée par les travailleurs participants, mais aussi l'aménagement le plus souvent implanté dans chaque dimension. Vous voyez ici, les 2 dimensions implantées sont les dimensions qui réfèrent au contexte de travail, c'est-à-dire l'effet d'avoir un plan de retour au travail et de faire un suivi. L'exemple d'aménagement le plus souvent implanté est le fait d'avoir eu un retour progressif au travail et aussi l'aménagement du lieu. Vous voyez ici, de l'horaire et du lieu de travail, 71% des répondants indiquaient que ces éléments-là étaient adaptés et l'exemple, c'était d'avoir un horaire de travail flexible. C'était l'aménagement le plus souvent implanté dans cette dimension. Ensuite, presque 2/3 de l'échantillon avaient eu des implantations d'aménagement par rapport aux tâches de travail. Par exemple, le fait de pouvoir réduire les tâches de travail en fonction des capacités et aussi de recevoir le soutien du supérieur immédiat. Donc, par exemple, avoir un supérieur immédiat qui respecte les rythmes de rétablissement du travailleur. Presque la moitié, je vous dirais la moitié au plus des participants avaient eu aussi des aménagements concernant les changements de la charge de travail, les soutiens des collègues, par exemple les collègues qui sont à l'écoute des besoins liés au travail au moment du retour, les aspects liés à la santé au travail, le fait d'avoir un employeur qui sensibilise tous les employés à l'importance de la santé et de la sécurité du travail, et aussi le fait de diffuser l'information et la formation. L'exemple qu'on se disait, c'était le fait d'être informé des changements qui étaient mis en place pendant l'absence, donc informé de tout changement. Les travailleurs qui reviennent. Alors ici, un autre petit détail, c'est que quand les aménagements étaient implantés, presque tous les participants indiquaient qu'ils étaient vraiment aidants à leur maintien en emploi après être retournés à la suite d'une lésion. Et en revanche, quand les aménagements n'étaient pas implantés, vous voyez aussi, il y a beaucoup de participants, 62% des participants qui indiquaient l'avoir souhaité. Ils disaient, ils indiquaient ça dans le questionnaire, mais même dans les interviews, ils disaient, ils ne l'ont pas implanté, mais ça m'aurait aidé pour me maintenir en emploi, pour être bien après mon retour. Et en fait, en général, les personnes qui ont vu des aménagements implantés ont indiqué d'être satisfaits de l'implantation de ces aménagements. Maintenant, je vais vous présenter la dernière partie des résultats parce que je vous avais dit que notre 12e objectif était de voir quels sont les déterminants de la durée du retour au travail durable. Donc, comment on peut, quels sont les éléments à regarder qui peuvent vraiment aider et assurer la durabilité dans le temps du retour au travail. Je vous ai déjà probablement mentionné, si je ne l'ai pas fait, je vais le faire maintenant. Quand nous avons fait notre 12e phase quantitative de l'étude, nous avons soumis aux participants l'acte 45+, mais nous avons soumis aussi d'autres questionnaires qui permettaient de mesurer les facteurs psychosociaux, les climats de sécurité au travail, l'équilibre travail-santé, des aspects
psychologique, tous les ressentis aussi de la personne. Donc, plusieurs facteurs qui, avec les aménagements, allaient prédire la durée du retour au travail durable. Et en fait, le premier facteur qui est ressorti significativement associé à la durée du retour au travail durable était l'ergonomie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs ergonomes qui assistent à cette présentation. Alors, je vais vous dire tout de suite à quoi nous avons fait référence. Il s'agit d'un questionnaire d'une partie en fait d'un questionnaire qui mesure plusieurs facteurs psychosociaux et il y a aussi une dimension nommée ergonomie qui a permis de voir si l'employeur offre en fait des conditions physiques adéquates, confortables selon les normes pour assurer vraiment que les travailleurs agissent, soit une posture qui les garde en sécurité, en toute santé physique au travail. Donc, il y a aussi des éléments, le fait d'avoir des chaises ergonomiques disponibles, puis tous les équipements et l'interaction avec les équipements selon les normes. Alors, vous comprenez que les travailleurs qui ont perçu de travailler dans une organisation où il y avait une attention particulière à l'ergonomie, leur espace de travail se maintenait plus longtemps en emploi. Et aussi, un autre facteur, cette fois-ci plus personnel, plus plutôt relié aux travailleurs, était l'effet d'avoir peur de rechuter, peur de vivre à nouveau des symptômes, de rechuter, d'avoir des symptômes résiduels qui empiraient ou encore la crainte de ne pas se rétablir en fin de journée, d'être fatigué. Donc, ça leur donnait comme un input, une force pour dire non, je veux me maintenir au travail. Puis, c'est ces gens-là, en fait, qui se maintenaient plus longtemps au travail. Mais là, comme le titre de la diapositive le suggère, comment les aménagements contribuent à la durée du retour au travail durable? En fait, ils le font à travers l'ergonomie. Alors, sans vous donner trop les détails des statistiques que nous avons fait, mais en fait, il y a deux dimensions de l'acte 45+, qui sont ressorties significativement associées à l'ergonomie, c'est-à-dire le fait de pouvoir ajuster l'horaire et les lieux de travail, et le fait de travailler pour une organisation qui sensibilise et qui est sensible à la santé et à la sécurité du travail et qui ne discrimine pas les travailleurs en fonction de leur état de santé. Quand nous avons regardé ces résultats, il y a quelque chose qui nous a frappé et en fait, c'est que nos résultats confirmaient des études précédentes. En fait, il y a des études qui ont montré comment le contexte de travail peut vraiment contribuer à la durée du retour au travail. C'est-à-dire que les résultats montrent que le fait de travailler dans une organisation qui est attentive à des besoins spécifiques des travailleurs seniors, vous voyez, il y a quand même des aménagements qui sont mis en place, et aussi une organisation qui est orientée vers la promotion de la santé peut contribuer à la durabilité du retour au travail des travailleurs seniors. Je vais conclure pour vous résumer quelques informations concernant l'acte 45+. Alors, je vous rappelle que grâce à ces projets, nous avons pu développer les premiers outils destinés au retour au travail durable des travailleurs seniors âgés de 45 ans et plus qui ont eu une lésion professionnelle totalement ou partiellement liée au travail et la lésion pouvait être de nature psychologique ou physique. Cet outil permet d'identifier les aménagements implantés, aidants et souhaités. Et aussi, je vous dirais que c'est un outil qui est utilisé en recherche, mais aussi peut vraiment aider les interventions, la planification du retour au travail et de sa durabilité peut aider à réfléchir à des pistes pour l'implantation d'aménagements et aussi permettre lors du suivi de regarder ce qui a bien fonctionné, de le garder, de l'ajuster ou même d'aller implanter des nouveaux aménagements si les aménagements n'étaient pas implantés lors du retour, mais vraiment essayer de réduire le plus possible ce qui peut faire obstacle à la durée du retour au travail durable. L'effet d'avoir un outil permet aussi d'avoir des données objectives, des données probantes intégrées aux interventions et donc c'est basé sur des données quantitatives, les réponses objectives des travailleurs seniors et pas seulement d'avoir un dialogue qui est très aidant, mais qui peut quand même se baser sur une grille qui accompagne lors et pendant le processus du retour au travail.
Je vais conclure pour dire qu'en fait, pourquoi, encore une fois, l'importance de cette étude et de ces résultats, parce que les travailleurs seniors ont des besoins spécifiques. Les travailleurs seniors ont des absences de longue durée, c'est très coûteux, et quand les travailleurs seniors sont en fin de carrière, après une longue absence, ils pourraient décider de partir activement à la retraite au lieu de rester ou de développer leurs compétences. Et donc, ça leur demande une adaptation très particulière. Alors, pour cette raison, il est vraiment important d'aller voir comment on peut les aider, comment on peut répondre à leurs besoins, tout en gardant aussi le respect des besoins de l'entreprise, bien sûr, et tout cela pour éviter et réduire les rechutes, les déparatifs et bien sûr tous les coûts reliés à cela. Je vais conclure aussi en vous laissant, je vous l'avais promis, toutes les coordonnées. Alors, le site web de l'IRSST où il y a une page dédiée à l'acte 45+, vous pouvez aller sur cette page web et télécharger l'outil. Et vous voyez ici nos coordonnées pour nous contacter si vous avez des questions, si vous avez la version en anglais ou d'autres questions concernant l'acte ou les projets de recherche. Pour conclure cette présentation, je tiens bien sûr à vous remercier tous pour avoir assisté à cette présentation et aussi bien sûr à remercier l'équipe de recherche qui a collaboré à cette étude. Donc, ils se sont vraiment engagés pendant plusieurs années. Merci à tous les co-auteurs et collaborateurs, les assistants de recherche qui m'ont aidé dans la réalisation de ces projets. Merci aux collaborateurs externes qui nous ont aidés pour les recrutements des participants, à diffuser les affichettes et nos publicités parce que là, c'était un grand enjeu, le fait de recruter des participants pour cette étude. Et alors, merci à tous les travailleurs seniors qui ont participé avec enthousiasme à notre étude en nous racontant et en répondant aux questions concernant leur retour au travail et qui a permis de faire avancer les connaissances. Merci aux membres du comité de suivi de l'IRSST qui, grâce à leurs suggestions précieuses, nous ont permis de peaufiner et valider les énoncés de l'acte 45+. Merci à tous mes collègues de l'IRSST qui, grâce à leur soutien émotionnel et instrumental, m'ont appuyé dans toutes les démarches. Et enfin, bien sûr, merci à l'IRSST pour les soutiens financiers. Merci à tous.